Bien, bonjour à tous. Donc, je vous propose qu'on commence cette webconférence sur la première mise à la reproduction de ma jument. Les grands principes à connaître, bien sûr, c'est un sujet très vaste, donc nous ne pourrons que voir les grandes lignes ce soir. Mais c'est un sujet qui vous ramène aussi sur un certain nombre d'autres webconférences qui ont déjà pu être présentées ou qui seront présentées dans le début de cette année. Donc, je vous donnerai éventuellement les références. Donc le principe de cette webconférence, c'est toujours le même, hein. Nous avons environ 20 minutes de présentation. La webconférence est enregistrée. Vous pourrez d'ailleurs la consulter par la suite grâce à l'email d'invitation. Vous pouvez retrouver donc cette webconférence en téléchargement. Et nous aurons ensuite une dizaine de minutes ou 15 minutes selon les questions, d'échange de questions que vous poserez grâce au chat et je répondrai donc oralement. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Donc les grands principes donc, de cette première mise à la reproduction de la jument. Tout d'abord, donc un rapide résumé des différentes étapes. Si jamais vous m'entendez pas bien, vous me le dites, hein. Donc oui, bonsoir aux nouveaux arrivants. Donc les grandes étapes donc, de cette mise à la reproduction. Tout d'abord, évidemment, le choix de l'étalon, une étape essentielle, hein. C'est d'abord un choix génétique et économique, nous le verrons aussi. Ensuite, le choix de la technique de monte, il est évidemment lié à cet étalon qui sera choisi et aussi, bien sûr, à la race du poulain à lait, car certains studbooks tolèrent certaines techniques de monte que ne tolèrent pas d'autres studbooks. Donc c'est un élément aussi qui entre en ligne de compte. Il y aura un autre élément important, c'est la fertilité et l'aspect économique également. On verra aussi comment bien préparer cette jument à la saison de monte, hein, puisque la jument est une espèce qui connaît une saisonnalité, donc qui connaît un anostrus pendant l'hiver. Et donc il faut pouvoir la préparer à cette mise en chaleur. On verra ensuite comment détecter ces chaleurs, hein, par différentes méthodes et on verra l'importance de cette détection. On verra la fécondation au travers de la détection de l'ovulation, de son induction éventuellement, puis le diagnostic de gestation qui va nous permettre de confirmer cette fécondation, et ensuite, une fois la gestation démarrée, le suivi de cette gestation et surtout le fait d'éviter les risques d'avortement. On s'arrêtera là, on ira donc jusqu'au poulinage, hein. Le poulinage est un autre sujet qui sera traité dans plusieurs autres webconférences, donc on ne le traitera pas aujourd'hui. Alors, un petit rappel d'anatomie d'abord. Vous avez ici une diapositive qui vous rappelle la conformation de l'utérus, l'appareil génital de la jument et de son utérus. Donc d'abord, évidemment, vous avez ici le vagin, le vestibule et le vagin, et le col de l'utérus en bout, et ce fameux utérus qui a une forme assez particulière avec deux cornes qui débouchent chacune sur un oviducte au bout duquel se trouve l'ovaire. Sur cet ovaire poussent des follicules. Vous avez sur la partie droite la particularité de l'ovaire de la jument, hein, avec cette fosse ovulatoire. Il faut savoir, on en parlera tout à l'heure, que cette fosse ovulatoire a une particularité, c'est qu'elle ne facilite pas la superovulation chez la jument, alors qu'on peut le rencontrer chez d'autres espèces. La superovulation peut avoir un intérêt, notamment dans le transfert d'embryons, et c'est une difficulté pour la jument. Donc cet ovaire sur lequel poussent des follicules préovulatoires qui vont ensuite ovuler et lâcher donc des ovocytes dans l'oviducte et c'est là que se fera la fécondation avec la rencontre avec les spermatozoïdes. Ensuite, donc nous avons un rappel sur la physiologie. La jument porte pendant 11 mois. 11 mois de gestation, c'est relativement long. Et ça ne rend pas facile le fait d'obtenir un poulain par an, puisque nous avons simplement un mois pour réussir une fécondation, pour permettre de maintenir ce cycle d'un an, un poulain par an. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a une saisonnalité chez la jument. Nous avons une alternance d'anostrus pendant l'automne et l'hiver. On a encore des chaleurs sur certains automnes, hein, mais en règle générale, on va parler d'automne et d'hiver.
et une activité cyclique pendant le printemps et l'été qui va dépendre, ce changement, cette alternance dépendra de la durée des jours. Le cycle de la jument lui-même, vous l'avez ensuite dans le schéma qui suit, hein, avec un œstrus qui est de l'ordre de 7 jours environ, la phase folliculaire qui va conduire jusqu'à l'ovulation, et ensuite vous avez la phase lutéale d'une quinzaine de jours, donc ce qui fait un cycle chez la jument d'environ 21 jours en moyenne. Donc, je vais peut-être baisser un petit peu le volume parce qu'il semblerait qu'il y ait un bruit un peu parasite. Voilà. Alors, j'ai ensuite un rappel sur les différentes techniques de reproduction. Je ne vais pas le reprendre en détail, hein, je pense que c'est connu pour la plupart d'entre vous. Simplement, elles sont énumérées ici et vous pourrez y revenir si vous avez besoin par la suite. Donc, il y a la monte en liberté, qui a une particularité, c'est de se faire sans intervention de l'homme en direct. Elle ne permet pas de choisir l'accouplement spécifique entre l'étalon et la jument, puisque l'étalon est mis dans le troupeau. Par contre, elle a l'avantage d'être très économique. La monte en main, par contre, permet un accouplement spécifique entre une jument et un étalon choisi, qui est tenu en main par un étalonnier. Et puis, vous avez ensuite toutes les techniques qui sont apparues dans les années 80 d'insémination artificielle, soit en sperme frais, et donc l'insémination artificielle se faisant sans accouplement avec une récolte d'un étalon sur une jument ou sur un mannequin, au moyen d'un vagin artificiel, une semence qui va être ensuite diluée, filtrée et remis dans l'appareil génital de la jument. Soit en immédiat, c'est-à-dire dans l'heure, soit en réfrigéré, c'est-à-dire après avoir suivi un traitement par antibiotique et une descente à 4 degrés, et là on peut le faire jusqu'à 48 heures, soit en semence congelée, donc là la semence selon les protocoles particuliers est plongée dans l'azote liquide et conservée pendant une durée limitée, et on peut inséminer la jument à la décongélation, soit par transfert d'embryon, où là on va collecter un embryon dans l'utérus d'une jument donneuse et le réimplanter dans une jument receveuse. Voilà ici à peu près toutes les techniques de reproduction. Alors on rentre maintenant dans le vif du sujet, le choix de l'étalon, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Il y a des facteurs génétiques qui vont intervenir dans ce choix. On va choisir dans une discipline, hein, qui peut être à la fois de l'endurance, du jumping, du dressage, etc. Dans cette discipline, on va choisir un niveau génétique des talons, des caractères recherchés. Par exemple, on peut avoir envie de faire un poulain alezan, un poulain B, etc. Enfin, bon, ou un poulain de grande taille, un poulain de petite taille, etc. Et on va aussi rechercher des effets de croisement, des interactions génétiques en associant donc la jument et l'étalon avec leur propre caractère. Donc on a ensuite des facteurs économiques, puisque évidemment le coût de la saillie va rentrer en ligne de compte, et on peut simplement recommander qu'il soit en rapport avec la valeur du produit à naître, qui va forcément donc dépendre aussi de votre jument. Et de sa qualité génétique. Il faut évidemment essayer d'associer les deux. La notion de fertilité va rentrer en ligne de compte. Euh, alors, on me dit qu'on m'entend mal. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais j'essaie de remonter le son à nouveau. Vous me direz si vous m'entendez mieux. Bon, on va voir comme ça. Oui, ça semble mieux. Donc, la notion de fertilité va rentrer en ligne de compte, puisque les chances de féconder sa jument pour obtenir un poulain par an sont minimes, et on verra qu'il y a, c'est la fertilité ici par cycle qui nous intéresse, on verra que cette fertilité va être très variable selon l'étalon lui-même et selon la technique de monte choisie. Alors le choix de la technique de monte, lui, il est dépendant aussi de la disponibilité de l'étalon, puisque l'étalon n'est pas forcément disponible sur place. Quelquefois, on a
on a besoin d'avoir de la semence congelée ou de la semence transportée. Ça va dépendre de la fertilité aussi qu'on souhaite avoir. Et parfois, si on a une jument peu fertile, on va devoir se rapprocher de l'étalon pour augmenter la fertilité. Ou également du coût de cette technique, puisqu'il est effectivement très variable. Vous pourrez consulter, il y a une web conf sur ce sujet qui est assez révélatrice. L'aspect réglementaire entre en ligne de compte. Il y a des réglementations sanitaires, hein. Je vous renvoie à une webconférence de Bénédicte Ferry du 2 février sur ces aspects, avec les obligations du propriétaire d'étalon et de la jument. Selon les réglementations du Studbook, il y a des règles, notamment pour le pur sang par exemple, où les règles sont assez strictes, pour les trotteurs aussi. Et la réglementation du Studbook lui-même, qui va définir les règles d'agrément de l'étalon, le type de monte autorisé pour la race du poulain à lait. Alors, je vais vous montrer rapidement un tableau là-dessus. On ne va pas le regarder en détail, mais vous voyez que selon la race du poulain à naître, on a des exigences sur la technique de monte. Par exemple, pour le pur sang et les AQPS, seule la monte en liberté ou en main est tolérée. Voilà, ce qui est en noir, c'est ce qui est exclu. Sur certaines races, on va autoriser, comme chez le trotteur par exemple, la monte en main, l'IAI ou l'IA réfrigérée sur place. Mais on n'aura pas de congelé, pas de transfert d'embryon. Sur certaines autres races, comme les races de loisirs ou les races de sport, pratiquement toutes les techniques sont tolérées. Donc ça, c'est un élément qui va rentrer lui aussi en ligne de compte. La fertilité de la technique, je vous l'ai dit, elle est assez variable. C'est la fertilité par cycle qu'on regarde, hein, c'est le nombre de cycles positifs sur le nombre de cycles positifs plus le nombre de cycles négatifs. Donc ce sont les cycles connus, les cycles sans renseignement ne sont pas pris en compte. Et là, on a des résultats qui vont varier pour la monte en liberté, pour une fertilité par cycle de l'ordre de 70%, la monte en main 61%, l'insémination artificielle immédiate 58%. Ce sont des moyennes, hein, bien sûr, hein. Le réfrigéré transporté à 12 heures, 54. À 24 heures, on baisse à 46%, ce qui est à peu près la même fertilité que pour du congelé, hein, il faut le savoir. On hésite souvent à utiliser du congelé, mais parfois, j'ai envie de dire, un bon congelé vaut mieux qu'un transporté 24 heures qui n'est pas toujours fait dans de bonnes conditions. Et on a aussi le transfert d'embryon qui, selon la technique de monte utilisée, va varier de 25 à 40%, ce qui peut être relativement faible. Alors maintenant, on va rentrer dans ce qui concerne la jument elle-même, préparer la jument, préparation hivernale de la jument, donc pour cette préparation à la mise en chaleur. Donc il faut rompre l'inactivité ovarienne de façon précoce si on veut pouvoir saillir la jument suffisamment tôt pour augmenter ses chances donc de la remplir. Le principal facteur, c'est la durée des jours. Donc ça, on ne peut pas grand-chose là-dessus, sauf avec la mise sous lumière. Vous verrez, il y a une diapo qui suit. Les facteurs secondaires, par contre, là, on peut éventuellement agir dessus. L'alimentation et l'état corporel de la jument va jouer. Une jument maigre va avoir plus de problèmes de fertilité, une jument trop grasse également. La teneur en protéines de l'alimentation et en vitamine A va jouer également de façon positive. Les races peuvent avoir une action, hein, par exemple, les poinettes et les races rustiques ont une activité plus longue en général, c'est-à-dire qu'elles démarrent des chaleurs plus tardivement. L'âge de la jument va jouer. Une jument trop âgée, d'un âge supérieur à 15-17 ans ou trop jeune, va avoir une cyclicité qui sera moindre. L'état physiologique de la jument, les juments suitées prennent généralement mieux que les juments vides ou les médènes. Et la température et le climat va bien sûr avoir une incidence. Un printemps trop froid, par exemple, va allonger la période d'inactivité. Alors, ça, c'est une petite diapo sur la mise sous lumière, hein, c'est très schématique, mais qui, je pense, résume bien la situation. Donc, si on veut, alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser essentiellement pour les races de course, par exemple, où là, on a besoin d'avoir des poulains très précoces qui vont courir très jeunes. Donc, pour ça, on va, dès le mois de décembre, mettre les juments sous lumière et vous voyez qu'on va pouvoir sur un cycle de 24 heures, démarrer la mise sous lumière dès 7 heures du matin,
Et quand le jour se couche à 17h30, on rallume à nouveau les lumières jusqu'à 23h, et ceci pendant environ 35 jours. Et ça va suffire à déclencher des chaleurs de façon précoce dès le mois de janvier. Ensuite, il va falloir évidemment détecter les chaleurs, parce qu'on ne va pas amener sa jument à la saillie n'importe quand. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est le comportement. La jument est en chaleur, elle accepte les talons. Donc on peut le détecter à l'épreuve de la barre. Alors on fait ça en présence d'un mâle souffleur. Euh, la jument se campe, elle s'immobilise, elle relève la queue, elle a des mouvements d'urine, urine par petit jet. Donc ça, c'est une jument qui est en chaleur. Simplement, on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'elle va ovuler, puisque l'œstrus lui-même dure environ 7 jours. Donc la méthode n'est pas suffisamment précise pour détecter l'ovulation. Donc on va avoir effectivement une imprécision. Il faudra passer la jument de façon répétée à la barre pour pouvoir se rapprocher au maximum de l'ovulation. Tout ça pourquoi? Pour augmenter évidemment la fertilité. D'autres méthodes de détection qui est largement employée maintenant, c'est la méthode du diagnostic échographique. Alors cette méthode a été mise au point il y a maintenant un certain nombre d'années et elle a pour but de déterminer de façon plus précise le moment de l'ovulation. Et vous l'avez, alors ce schéma est peut-être pas très clair, mais en fait, si vous le regardez de façon détaillée, il est assez simple. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la taille du follicule, elle est en moyenne à 5 jours avant l'ovulation, le plus souvent de 30 mm. Elle est plutôt à 35, 3 jours avant l'ovulation, et elle se rapproche de 40 la veille de l'ovulation. Le follicule, sa consistance, elle est d'abord dure et elle devient de plus en plus souple, voire mou au moment de l'ovulation. Donc ça, c'est quelque chose que le vétérinaire va pouvoir détecter grâce à son échographe et grâce à la palpation, qui va lui permettre donc de détecter de façon assez précise, parce que ça reste quand même variable, vous voyez dans le schéma, mais de façon assez précise le moment de l'ovulation pour augmenter les chances de fécondation. Alors la fécondation, justement, alors elle va donc se produire au moment de la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovocyte. La durée optimale de vie d'un ovocyte après l'ovulation, c'est 6 heures, donc c'est très très court. La durée optimale de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales, je dis bien dans les voies génitales, hein, c'est 48 heures. Alors on peut avoir des spermatozoïdes qui survivent beaucoup plus longtemps. C'est une moyenne, hein, c'est une durée optimale. Ça veut dire que donc il faudra qu'on insémine ou qu'on pratique la saillie, en gros, 48 heures maximum avant l'ovulation et 6 heures maximum après l'ovulation. Parce qu'après, l'ovocyte est mort, enfin risque d'être mort. Donc plus on se rapproche évidemment du moment de l'ovulation lors de l'introduction des spermatozoïdes dans les voies femelles, plus on augmente les chances de fécondation. Attention, j'ai mis au cas du réfrigéré, puisque là on est dans un cas un peu particulier, hein, puisque la semence étant déjà produite et mise en attente, c'est pas parce qu'on attend le moment de l'ovulation qu'on va augmenter ses chances, hein. Là, il vaut mieux que la semence soit effectivement dans la jument. C'est d'autant plus vrai également que la fertilité de la semence est moindre, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus avec un nombre de paillettes très limité pour certains étalons, paillettes de congé, donc un nombre de spermatozoïdes très faible ou une faible survie de ces spermatozoïdes, ce qui donc là oblige l'inséminateur à se rapprocher au maximum de l'instant de l'ovulation. On peut également, ce cycle de la jument, essayer de le maîtriser un petit peu. Dans certains cas, ça va nous aider donc à faciliter cette fécondation. On peut par exemple induire l'ovulation. De quelle façon? On déclenche cette ovulation sur un follicule de taille suffisante, évidemment, hein, pas n'importe quand, donc un follicule déjà d'une jument en chaleur, par injection d'hormones HCG, FLH, type corulon, et on a là normalement une ovulation dans les 36-48 heures. Donc ça va nous permettre de faciliter un petit peu l'instant d'ovulation et les chances de réussir. Induire la superovulation, j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'est pas possible encore aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protocole commercialisable et parce que, je l'ai dit, la jument est une espèce
qui n'est pas facile à induire en superovulation, contrairement à d'autres espèces, du fait de sa fosse ovulatoire, son ovaire un peu particulier. Induire la chaleur, ça on peut le faire aussi. Pourquoi? Parce que quand la jument est un corps jaune, qui est de plus de 5 jours minimum, on peut induire sa destruction par une injection de prostaglandine. Donc ça va provoquer ce qu'on appelle sa lutéolyse, la chute de la progestérone, et donc dans les 24-48 heures, on redémarre une chaleur. Je vous renvoie au schéma du cycle tout à l'heure, on retombe dans la phase œstrus. Donc ça peut permettre de gagner quelques jours, parce que cette phase-là du corps jaune dure une quinzaine de jours, donc on peut gagner, vous voyez, une dizaine de jours maximum. Le diagnostic de gestation, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus couramment employée aujourd'hui, c'est l'échographie, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la plus précoce et c'est la seule qui peut l'être. Elle va permettre de visualiser directement l'embryon et ses annexes dans l'utérus, mais on peut le faire, alors c'est marqué ici 15 jours, j'ai envie de dire aujourd'hui avec un bon échographe, pratiquement dès 12 jours, 13 jours, on peut le faire. Elle est d'une très bonne fiabilité, surtout pour des gens qui pratiquent de façon régulière. On peut parfois confondre un kyste avec un embryon, mais enfin, quand on a un peu de pratique, ça n'arrive plus. Et il y a d'autres méthodes, mais qui sont beaucoup moins intéressantes, puisque là, elles vont permettre de le faire simplement, enfin, avec un délai plus long. Alors, il y a le retour en chaleur, évidemment. Ça, si la jument tourne en chaleur, c'est qu'elle n'est pas pleine. Il y a la palpation rectale, mais seulement à partir de 30 jours. Et puis, il y a les dosages sanguins qui, là, beaucoup plus tard, vont permettre de confirmer aussi une gestation. Une fois que la jument est pleine, le premier risque à éviter, c'est l'avortement. Alors, il y a des avortements précoces qui peuvent se produire chez des juments qui sont en manque de progestérone, donc là, il faut les assister. Et il y a d'autres avortements plus tardifs qui vont se produire pour trois causes principales. La première, c'est la présence de jumeaux. Ça peut arriver quand même de temps en temps. Alors, ils sont facilement détectables à l'échographie. Si on avait une double ovulation, il faut absolument vérifier qu'on n'a pas deux embryons dans l'utérus de la jument. Alors, dans ce cas-là, il faudra absolument en supprimer un. Et ça, on peut le faire dès 15-16 jours. Pourquoi elles doivent être évitées? Parce qu'elles conduisent la plupart du temps à un avortement au 8e mois par une insuffisance placentaire. Alors, il y a beaucoup moins aujourd'hui d'avortements pour cette raison-là, parce que l'échographie est très largement pratiquée. Mais à une époque, on avait quand même un certain nombre d'avortements pour cette raison. Il faut éviter les infections bactériennes. Elles sont responsables, c'est la première cause d'avortement. Elles sont responsables de 40% des avortements entre 5 et 11 mois. La première des causes, c'est la placentite ascendante. Ça va être une remontée d'une infection bactérienne par le vagin. Et ça arrive notamment chez des juments qui ont une vulve un peu basculée, des juments trop maigres ou trop âgées. Et pour ça, il y a une technique qui est assez simple, c'est la vulvoplastie, qui va permettre donc de refermer un petit peu la vulve et d'éviter cette contagion. Il y a d'autres types de placentites qui se font par la voie sanguine et qui sont un peu plus rares. L'autre risque d'avortement majeur, c'est l'avortement viral, notamment la rhinopneumonie, qui va être responsable d'environ, je crois, 7% des avortements. Il y a différentes méthodes pour diminuer ce risque. Il y a d'abord la gestion du troupeau. Je dis ça parce qu'il est impératif d'isoler les juments reproductrices des autres chevaux, notamment ceux qui rentrent et qui sortent de l'élevage et qui vont en compétition. Et puis l'autre méthode, c'est bien sûr la vaccination. Les soins à la jument pendant la gestation, ils sont essentiels, la nutrition bien sûr. Alors il n'y a pas de besoin spécifique pour la jument gestante avant le 8e mois de gestation, c'est pas la peine de la surnourrir non plus. Il y a par contre un besoin d'un complément alimentaire durant les 3 derniers mois de gestation, mais surtout un bon foin de qualité qui doit être apporté donc en quantité suffisante pour la gestation de la jument. On a montré que des juments uniquement nourris au foin pouvaient parfaitement conduire des gestations. La vaccination, la rhinopneumonie, j'en ai parlé.
On peut vacciner contre, mais il y a également la grippe et le tétanos, ils sont obligatoires. Et si possible, si on peut faire un rappel antitétanique un mois avant le coulinage, c'est fortement recommandé puisqu'on va commencer à transmettre une immunité au poulain et avoir une bonne immunité chez la jument, surtout qui va être transmissible via le colostrum. La vermifugation, elle doit être effectuée normalement pendant la gestation. Il y a quelques vermifuges avec restriction, mais ils sont très rares. Et ça, pour ça, vous demandez l'avis de votre vétérinaire. Un petit rappel documentaire, j'ai envie de dire traçabilité. Il y a quelques aspects administratifs qui accompagnent la mise à reproduction de la jument. D'abord le contrat de saillie, hein, effectivement, on ne peut pas, enfin, il est très fortement recommandé d'avoir un contrat de saillie qui accompagne la saillie que vous avez achetée à votre étalonnier. Vous devez également avoir un contrat de mise en place avec votre centre de mise en place, un contrat de pension si la jument doit aller en pension, et puis l'étalonnier doit faire une déclaration de saillie qui sera transmise à CIR, notamment au niveau du premier saut et ensuite du dernier qui va figurer donc sur CIR et qui devrait vous permettre de déterminer la date de fin de gestation de la jument après 11 mois. Le document d'attestation de saillie qui doit vous être remis à l'éleveur, propriétaire de la jument, et le dernier document qui est le document de déclaration de naissance qui vous sera fourni une fois le paiement complet de la saillie qui va vous permettre de déclarer la naissance dans les 48 heures et d'immatriculer le poulain à cire et dans sa race si c'est un poulain qui est inscrit dans une race. Alors, je termine et je vais répondre ensuite aux questions. Un petit aspect économique, mais qui est, j'ai envie de dire, il ne faut pas prendre ces chiffres-là à la lettre, hein. Ce sont des ordres de grandeur qui permettent de réfléchir surtout. Et j'ai envie de dire, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que les coûts engagés pour faire saillir sa jument, ils doivent être en rapport avec la valeur du poulain à naître. Même si on a envie de s'amuser, de faire un poulain de loisir ou de faire un poulain pour le plaisir, simplement, il faut quand même avoir ces ordres de grandeur en tête, parce que ça peut quand même rapidement monter. Donc le coût de la technique de monte, eh bien, il va varier de façon très importante, hein, entre 100 euros pour la monte en liberté, j'ai envie de dire, jusqu'à presque 2000 euros pour une saillie très suivie en IA profonde. Ça va inclure tout, hein, évidemment, le déplacement, le suivi gynécologique de la jument, l'insémination, etc. Toute la partie frais techniques. Et pour le transfert d'embryon, ça peut aller beaucoup plus loin avec le coût de la receveuse du fait de la faible fertilité de la technique. C'est un coût ramené au poulain, hein, vivant. L'entretien de la jument, évidemment. Les soins vétérinaires exceptionnels, bon là j'ai mis un forfait de 500 euros, hein, ça peut être zéro, ça peut être beaucoup plus. Les frais de poulinage et les frais d'entretien du poulain jusqu'à 6 mois. Et on va avoir donc un total de 3500 à 6500 euros hors génétique. La saillie, elle est très variable selon les étalons, selon les studbooks, hein. Par exemple, dans le cheval de sport, on va avoir des saillies de l'ordre de 500 euros à 2000 euros en général, parfois un petit peu plus pour certains étalons d'exception, alors que dans les chevaux de course, le prix de la saillie peut monter jusqu'à parfois 150 000 euros. Donc ça, c'est des cas très particuliers. Dernière diapositive, simplement pour vous rappeler qu'il existe des ouvrages pour évidemment compléter cet exposé très rapide. Il y a des ouvrages qui concernent le poulain de la naissance à 3 ans, il y a les techniques d'élevage, et puis il y a aussi un livre qui est très très bien, qui n'est pas ici là sur cette diapo, qui s'appelle La gestion de la jument, qui détaille tout ce que je viens d'aborder. Donc il est très intéressant à consulter. Alors je vais prendre vos questions maintenant, puisqu'il y en a déjà. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Le fait qu'une jument ait beaucoup pouliné dans sa vie, cette poulain peut-elle avoir une incidence sur son taux de fécondité? Non. Non, j'ai envie de dire que si une jument a beaucoup pouliné, c'est déjà qu'elle est fertile, donc c'est déjà un bon signe. On voit des juments qui font parfois 15 poulains durant leur carrière de reproductrice, voire un petit peu plus parfois. Et le fait qu'elle ait déjà beaucoup pouliné ne va avoir aucune incidence négative sur sa fertilité. Voilà.
sauf s'il y a eu un accident au poulinage lors du dernier poulinage. Mais en règle générale, ça n'est pas un problème. Au contraire. Je croyais qu'il permettait des IA à 72 heures. Alors, IA à 72 heures, aujourd'hui, le meilleur dilueur qu'on utilise en France, c'est l'INRA 96 et garantit une bonne fertilité à 24-48 heures. Au-delà, je pense que utiliser de la semence réfrigérée au-delà de 48 heures, à mon avis, c'est vraiment un risque très important, hormis sur un étalon d'exception qui aurait une semence exceptionnelle. Mais même, c'est pas le dilueur qui va rendre possible cette particularité. 72 heures, c'est très très long quand même. Il vaut mieux utiliser du congelé dans ce cas-là, je pense. Alors, j'ai beaucoup de questions qui remontent. Là, du coup, je vois plus les premières. Attends, hop. Alors, que penser de l'IA post-ovulatoire? Bah, l'IA post-ovulatoire, elle va être pratiquée dans quel cas de figure? Évidemment avec du congelé. Dans un autre cas de figure, ça n'a pas d'intérêt. Quel est son intérêt? Bah, c'est effectivement de détecter vraiment de façon précise l'ovulation, le moment de l'ovulation, et à partir du moment où on le constate en direct, de se dire, bah, ça y est, hop, j'insémine. Et on est ce qu'on appelle en post-ovulatoire, mais ça veut dire qu'on a 6 heures pour le faire, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Et effectivement, ça peut donner dans ce cas de figure de très bons résultats. Mais ça veut dire qu'on couche derrière sa jument et qu'on est sans arrêt en train de vérifier cet instant d'ovulation. Et donc on a des échographies très rapprochées pratiquement à la fin toutes les heures. Quels rythmes de poulinage et de repos consécutifs sont à mettre en place ou conseillés? Une jument peut parfaitement faire un poulain tous les ans sans aucun problème, hein. Ça n'a pas de, faut pas. On imagine souvent que c'est presque un surmenage pour les juments de faire ça. Je pense qu'il y a des métiers plus difficiles que cela. Une jument, si elle est très bien soignée, si elle est bien suivie sur le plan sanitaire et nutritionnel, il n'y a aucun problème pour qu'elle porte un poulain tous les ans. Est-ce que le stress lié au sevrage peut constituer un risque d'avortement pour la jument de nouveau gestante? Bah, j'ai envie de dire que tous les stress peuvent avoir un effet négatif sur la jument gestante. Malgré cela, on repère sur les études qui ont été faites relativement peu d'avortements liés à un stress. Hormis un stress accidentel, un choc, on a on a repéré très très peu d'avortements liés à ça. Mais il y a toujours des risques, effectivement, donc il faut de toute façon essayer de les minimiser et de mettre sa jument de toute façon, pas seulement pour le risque d'avortement, hein, j'ai envie de dire pour des notions de bien-être, essayer de faire la sevrage dans les meilleures conditions pour qu'il y ait le moins de stress possible, à la fois pour la jument et pour le poulain. Une jument qui est très souvent en chaleur est-elle plus fertile que la normale? Alors, je ne sais pas bien ce que veut dire cette question. La jument, elle est cyclée, elle ne peut pas être plus en chaleur que ce que son cycle prévoit. Euh, si elle est constamment en chaleur, c'est qu'il y a un problème. Donc elle sera pas plus fertile. Non, ça, c'est pas possible. Une jument est fertile si elle est bien cyclée. Donc si elle a des cycles tout à fait normaux de 21 jours, avec des ovulations qui se font bien et des phases de repos derrière d'une quinzaine de jours et des chaleurs qui redémarrent bien. Donc une jument est bien fertile quand elle est bien cyclée. Qui peut nous conseiller pour le choix de l'étalon? Alors là, c'est une question un peu délicate. Il y a différentes méthodes qui sont aujourd'hui mises en avant, hein. Vous savez, il y a des étalonniers qui vous proposent des méthodes de choix de l'étalon en fonction des caractéristiques de votre jument pour réussir le meilleur accouplement. Bon, ça peut être une école effectivement intéressante. Il y a aussi, par exemple, le guide, le hors-série L'élevage de l'éperon qui tente aussi un conseil au niveau des étalons, pour les étalons de sport, j'entends. Il faut discuter avec des éleveurs qui sont un peu expérimentés. Il faut discuter avec l'étalonnier en essayant d'avoir un avis impartial, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Et puis, il faut effectivement soi-même essayer de se faire un propre avis avec l'expérience, avec le temps, pour essayer de réussir le meilleur accouplement. Il y a aussi quelque chose qu'on ne sait pas à l'avance, hein. Une jument qui n'a jamais pouliné, on ne sait pas toujours comment elle va produire. Donc c'est pas non plus facile d'avoir un choix d'étalon la première fois. On fait une supposition en fonction de ses qualités à elle, de son gabarit, et on va tenter petit à petit, je dirais, d'aller vers un produit un peu homogène, quoi, hein, ni trop grand, ni trop petit, et si possible assez joli, et qui a les qualités dans la discipline qu'on souhaite. Ma jument est en chaleur mi-décembre. Quels sont les risques d'une saillie trop tôt ou trop tardive dans l'année? Alors, si elle est en chaleur mi-décembre, c'est un peu surprenant quand même. Normalement, elle ne devrait pas à cette période de l'année, mais bon. En tout cas, ça y est, à la mi-décembre, ça ferait un poulain à la mi-novembre, donc ça poserait un problème de toute façon, il serait enregistré avec un an de décalage. Euh, donc il faut essayer de ne pas faire des poulains trop précoces. Ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous voulez pas, si vous voulez produire en course, je l'ai dit tout à l'heure, parce que là il y a un intérêt particulier à ce que les poulains naissent le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont courir à 2 ans ou à 3 ans, s'ils ont 6 mois de moins que les autres, vous voyez bien que ça a une incidence très significative. Dans les chevaux de sport ou de loisir, ça n'a pas du tout la même incidence. Et il faut savoir qu'un poulain qui naît trop tôt, c'est un poulain qui va faire beaucoup de boxe avec sa mère, donc il ne verra pas l'herbe tout de suite, donc n'aura pas forcément les qualités nutritionnelles requises, et surtout qui va vous coûter en plus beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas essayer de faire un poulain trop précoce, et pas trop tardif non plus, parce que ça va vous laisser très peu de temps pour remplir votre jument l'année suivante. Y a-t-il un âge limite pour faire un premier poulain à une jument? Alors ça, c'est une question intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là est assez particulière parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur cette question. Il y a des gens qui vous diront que c'est pas un sport de grand-mère, mais c'est vrai qu'une jument qui est mise à la reproduction de façon très tardive, on constate souvent des problèmes de fertilité parce que on a un utérus qui est un peu vieillu prématurément, un odomètre qui n'est pas forcément optimum, et on peut avoir des juments qui ont parfois du mal à remplir. Et puis surtout, bah, les juments sont plus forcément aptes physiquement à le faire si elles sont très âgées. Donc il y a une solution pour ça, c'est le transfert d'embryons si la jument a vraiment de la qualité. Là, on peut collecter des embryons sans problème si elle a toujours des cycles, et puis les faire porter par une receveuse. Un hôtelier est-il obligatoire en sel français? Ça, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Non, c'est pas. Enfin, il vous faut la monte. Ce qu'il vous faut, c'est un étalon agréé si vous voulez produire dans une race, donc agréé par le sel français. Là, en l'occurrence, il faut que votre jument le soit aussi, enfin, soit compatible pour produire en sel français. En général, c'est assez facile, hein, mais il y a quelques races qui ne le permettent pas. Et puis ensuite, il faut que l'acte de saillie ou d'insémination soit fait par un inséminateur. Si c'est du réfrigéré, il faut même que ça soit fait par un chef de centre ou un inséminateur sous couvert d'un chef de centre. Et c'est pareil pour du congelé. Donc c'est ça qu'il vous faut essentiellement. Euh, L'étalonnier en tant que tel, c'est le propriétaire de l'étalon. Lui, le contact que vous devez avoir avec lui, c'est pour le contrat de saillie. Existe-t-il un catalogue qui recense les étalons producteurs? Oui, il y en a pratiquement dans toutes les races, pas forcément de façon très exhaustive, mais quand même, vous avez aujourd'hui des catalogues qui recensent la plupart des étalons de chaque race. Il y a le catalogue de l'ASEP pour les chevaux de sport, il y a le catalogue des commandes de, je cherche le nom, du trot pour les trotteurs, et puis il y a un catalogue aussi pour les galopeurs qui recense aussi un maximum d'étalons. Donc ça, c'est très intéressant parce que par rapport à la question tout à l'heure du choix de l'étalon, ben, ça va vous permettre déjà de vous faire une idée sur ces étalons, sur leur production, sur leur génétique, un petit peu sur leur conformation au travers des photos. Et ensuite, ben, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller les voir dans les salons des étalons ou chez l'étalonnier pour vous rendre un peu mieux compte une fois que vous avez fait vos choix.
Que pensez-vous d'une jument qui n'est jamais montée de signe flagrant de chaleur? Alors ça peut arriver, hein, mais il y a des juments qui se déclarent pas forcément beaucoup. Alors là, peut-être que dans ces cas-là, il faut essayer de les passer à la barre pour voir si elles déclarent de façon un petit peu plus flagrante leur signe de chaleur. Sinon, évidemment, il faut la confier à un vétérinaire qui va examiner son appareil génital et qui va examiner aussi ses ovaires au travers de l'examen échographique et qui va peut-être pouvoir détecter des chaleurs que la jument n'aurait pas exprimées. Mais ça peut effectivement arriver, et notamment chez des juments de sport qui n'ont jamais été mises à la reproduction et qui parfois se déclarent pas très bien. Si c'est une question, celle-là. Que pensez-vous de la semence réfrigérée reçue à la vue euh, au spermogramme? La plupart des spermatozoïdes ne bougeaient pas ou très peu. Alors, euh, le spermogramme, c'est une autre question, mais je vais y revenir. Alors, la semence réfrigérée reçue, il faut savoir, j'ai géré par le passé un réseau de transport de doses réfrigérées et on avait souvent cette question. Il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que la semence réfrigérée, elle a pour but d'endormir les spermatozoïdes. C'est son objectif, c'est de faire en sorte que les spermatozoïdes, pendant un laps de temps, soient les plus immobiles possibles pour justement préserver leurs réserves, pour qu'une fois réactivés le corps utérin de la jument, ils soient fécondants. Donc si on reçoit de la semence réfrigérée à 4 degrés, qu'on sort de la boîte et qu'on le met sous une loupe binoculaire, on ne va pas voir beaucoup de spermatozoïdes bouger, c'est normal. Par contre, si on réchauffe la semence à 36-37 degrés pendant 10 minutes, là, les spermatozoïdes doivent se réactiver. Donc il faut impérativement un microscope avec platine chauffante pour examiner les spermatozoïdes qui sont issus de semences réfrigérées, sinon on aura toujours l'impression que ça ne bougeait pas, et après on a inséminé quand même la jument, on dit tiens c'est bizarre, ça remplit, mais c'est normal. Donc il faut pas perdre ça de vue, parce que ça, cette question-là, je l'ai souvent eue moi, dans le cadre du réseau de transport, euh, et parce qu'on oublie parfois de réchauffer la semence avant d'examiner. Le spermogramme, c'est autre chose, c'est un test d'une semaine pour évaluer la semence des étalons au début de saison ou pour la première fois, pour essayer de déterminer leur aptitude à la monte et leur fertilité. Hein, on va là examiner les anormaux, on va examiner la concentration, on va examiner les survies, et on va essayer de déterminer un diagnostic qui va essayer de prédire la fertilité de l'étalon de façon la plus précise, mais qui peut parfois être variable. Est-ce qu'un étalon petit, car il a eu des problèmes de croissance, donnera des poulains petits? Si c'est juste des problèmes de croissance pour un aspect nutritionnel, normalement non, il devrait produire plus grand qu'il n'est, puisque sa génétique aurait dû s'exprimer différemment. C'est la génétique qui va s'exprimer et non pas la morphologie constatée du cheval. Du coup, on considère une jument trop âgée pour un premier poulain vers quel âge? Alors, ce qu'on sait, c'est que des juments de plus de 15 ans déjà commencent à avoir, en moyenne, c'est pas toujours le cas, une baisse de la fertilité. Ensuite, ça dépend de l'état de santé de la jument, mais effectivement, à plus de 15 ans, bon, la jument n'a plus tout à fait le même potentiel physique. Maintenant, il y a des juments qui sont issus de la compétition qui, à cet âge-là, sont encore en très très bonne forme, et on peut parfois les maintenir en production. Je vous l'ai dit, hein, il y a des juments qui poulinent jusqu'à 22-23 ans. Et parfois sans problème. Évidemment, il est clair que dans ces âges-là, on augmente les risques. Y a-t-il des produits à donner pour booster la fertilité de la jument? Alors, il n'y a pas de produit miracle, simplement, il y a des choses toutes simples. Hein, c'est que vous avez des compléments alimentaires à base de carotène qui vont permettre de faciliter l'arrivée des chaleurs chez la jument. Mais l'élément essentiel, rappelez-vous la diapo que j'ai passée tout à l'heure, c'est la lumière. Donc c'est d'abord la lumière qui va faire que la jument démarre ses chaleurs, et ensuite
carotène en complément alimentaire, c'est pour amener de la vitamine A. Et quand vous allez mettre votre jument sur la petite herbe de printemps, il y a 10 fois plus de vitamine A là-dedans que dans ce que vous pouvez trouver dans les compléments alimentaires. Donc c'est pas ce qui va être essentiel. Alors, j'ai une question. Quels sont les risques? Quels sont les risques de... Je sais pas, j'ai une question qui m'a été posée. Quels sont les risques? Mais il doit manquer une partie de la question. Je sais pas. Ah, quels sont les risques de faire pouliner une jument trop âgée? Peut-être. Bah, les risques de faire pouliner une jument trop âgée, c'est d'avoir des avortements, d'une part, parce que la jument, bon, d'abord au départ d'avoir une moindre fertilité, d'avoir des avortements parce qu'on a effectivement un risque plus important chez les juments âgées de plus de 15 ans, hein, du fait de la détérioration de l'endomètre, hein. Les avortements sont souvent liés à un problème d'alimentation du poulain au niveau placentaire. Donc à partir du moment où on a des décollements placentaires, on a des avortements. Les, les- les infections bactériennes dont je vous parlais tout à l'heure, elles provoquent ces décollements placentaires. Donc déjà, c'est le risque. Et puis ensuite, eh ben, on peut avoir des accidents au coulinage parce que la jument n'a pas tout à fait la même vitalité, peut avoir aussi un utérus qui s'endommage plus facilement et donc des accidents au coulinage. Mais pour autant, il y a des juments qui poulinent parfaitement, même âgées. Un poulain qui va naître début août nécessite-t-il des compléments spécifiques? Alors début août, on est encore sur une période où on va avoir normalement de l'herbe, hein, je vous dirais, ça dépend des régions en France. Euh, il est certain que là, on va pas pouvoir bénéficier à cette époque-là de l'herbe de printemps, qui est quand même l'herbe la plus riche et la plus qualiteuse. Malgré tout, la jument a cette qualité, c'est de se donner au maximum pour son poulain, à la fois lorsqu'elle est gestante et à la fois lorsqu'elle allait. Donc c'est plutôt elle qui va souffrir s'il y a une insuffisante en premier, avant le poulain. Malgré tout, il ne faut pas laisser dépérir sa jument parce qu'une jument qui est en insuffisance va réduire sa production laitière. Et donc, il faudra effectivement être vigilant pour que la jument soit bien complémentée, si nécessaire, hein. Si vous avez beaucoup d'herbes, ce ne sera pas nécessaire, mais pour que la jument soit bien complémentée, pour pas qu'il y ait d'insuffisance au niveau du poulain. Sont-ils plus importants lors de la première mise à la production? Lors de la première mise à la production, en général, enfin, ça reste à prouver, hein, ce que je vous dis là, mais il est possible que la lactation soit moins importante lors de la première mise à la production, lors du premier poulain. Donc, mais pour autant, on peut avoir tout à fait une jument qui comble les besoins du poulain. On a souvent dit que les premiers poulains sont un peu plus petits que les autres. C'est aussi lié aussi, je pense, à la place dont ils disposent dans l'utérus de la jument qui n'est pas encore totalement développée lors de la première gestation. Enfin, parfois, en tout cas. Pour une jument avec du sang et dominante, peut-on envisager la monte en main ou en liberté? Euh, c'est Là, il n'y a pas de règle, hein, je dirais. Les juments avec du sang, précisément, justement, dans le pur sang, les juments sont quand même des juments avec beaucoup d'influx nerveux. Ils ne font que la monte en main, donc c'est pas forcément pour ça que c'est un problème. Sachant qu'au moment de la monte en main, les juments sont entravés la plupart du temps, et lorsque la jument est en chaleur, en règle générale, à 99%, elle va avoir un comportement d'acceptation, donc il n'y aura pas de souci. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Pour la monte en liberté, en troupeau, c'est peut-être plus délicat parce que là, on va introduire des juments dans un lot d'autres juments et il peut y avoir des réactions de dominance et parfois de la bagarre. Y a-t-il des examens particuliers à faire à des juments avant une première mise à la reproduction? Euh, Les examens, on peut faire par son vétérinaire un examen de l'appareil génital pour voir si tout est normal. Et de toute façon, à partir du moment où on va avoir un suivi gynécologique qui s'enclenche, on va avoir
vétérinaire va faire un examen de cet appareil génital. Donc il n'y a pas forcément besoin d'examen particulier à faire à l'avance. Quel type de complément pour les juments? J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas vous citer de marque, hein, c'est des compléments à base de carotène. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. On est allé un peu au-delà de l'horaire, mais tant mieux, ça veut dire que ça vous intéresse. Ça fait plaisir. Euh, Écoutez, je vous remercie de votre assiduité et de toutes vos questions. Ce que je peux vous dire pour terminer, donc, c'est que vous aurez normalement la possibilité de regarder le différé grâce à un lien dans l'email d'invitation. Qu'il y a des prochaines webconférences, puisqu'il y en a tous les mardis midi et tous les jeudis soirs. La prochaine, donc c'est mardi prochain, c'est une conférence sur l'éthologie, hein, les principes d'apprentissage des chevaux, habituation et sensibilité, par Marianne évidemment. Le 23, le jeudi, il y aura une conférence bien-être sur l'exercice quotidien et nécessaire des chevaux, car il ne faut pas trop les laisser en boxe. Et puis, moi, je ferai une prochaine conférence sur le poulinage, justement, la suite de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, euh, sur les moyens de surveillance. Voilà, vous avez une diapo qui s'affiche qui vous montre comment télécharger les documents. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis, j'espère, à une prochaine conférence. À bientôt.